là où il n'y a pas de mystère, on n'a pas besoin de le lever, et il n'y a certainement pas lieu d'en inventer un. Et compte tenu de la manière dont il concevait son entrepôt, il semblait vraiment ne pas y avoir de mystère. Mais depuis que nous avons saisi le principe qui nous permet de construire des paires d'objets ontologiquement distincts, mais perceptuellement indiscernables, le fait que l'homme envoyé dans l'entrepôt ait fait le bon choix apparaît comme une simple coïncidence heureuse. On peut le comparer à l'aveugle dont parle Platon, qui prit la bonne route par hasard. À quoi l'homme de l'entrepôt était-il aveugle? Il méconnaissait le fondement en vertu duquel les objets qu'il choisissait étaient des œuvres d'art. Il aurait tout aussi bien pu se tromper en choisissant des objets qui leur ressembleraient du point de vue perceptuel, sans être des œuvres d'art. Une définition ne l'armerait peut-être pas davantage contre les pièges de notre exemple artificiel, mais il serait insensé de prétendre qu'elle ne l'avancerait à rien, car la question reste: pourquoi a-t-il fait le bon choix alors que toute chose étant égale par ailleurs, il aurait pu se méprendre complètement? L'exemple du contre-entrepôt est un instrument puissant pour réduire à néant toute analyse du concept d'art qui accorde quelque crédit aux capacités de reconnaissance. Il réfute par exemple l'idée que nous pourrions arriver à repérer les œuvres d'art grâce à un processus inductif ou par émulation, c'est-à-dire en imitant une personne supposée savoir les repérer, ou en procédant à une simple énumération. Suivez quelqu'un à travers le premier entrepôt et notez toutes les choses qu'il choisit. Passez ensuite dans le deuxième entrepôt et choisissez exactement les mêmes objets. Bien que vos deux listes concordent, l'homme que vous avez imité aura choisi les œuvres d'art, alors que les objets choisis par vous font partie du complément de cette classe. L'exemple ne fait qu'accentuer un peu plus un phénomène que Weitz et Koenig ont été les premiers à reconnaître. En effet, parce que dans des périodes de stabilité artistique, nous sommes capables de repérer les œuvres d'art de manière inductive, nous avons tendance à croire que nous disposons d'une définition alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une généralisation tout à fait accidentelle. Les deux auteurs admettent eux-mêmes qu'un objet qui met en cause cette généralisation peut entrer dans le monde de l'art et donc être une œuvre d'art. Comme ce phénomène peut se produire à tout moment, puisqu'il est toujours possible que les frontières de l'art soient révolutionnées, il en conclut que toute généralisation est impossible. La généralisation d'aujourd'hui sera chamboulée demain et tombera dans l'oubli. L'enfant qui est en train d'apprendre ce que sont les œuvres d'art sera étonné de découvrir qu'un ensemble de 70 objets éraillés dispersés à travers le musée, comme des anémones, constitue une œuvre d'art. Les mêmes objets pourraient tout aussi bien être des disques de machines de ponçage elliptiques disposés pour Dieu sait quelle raison, de la même manière à travers le musée, et formant non pas une œuvre d'art, mais une distribution de disques de ponçage. Mais est-ce que le fait qu'un objet puisse être une œuvre d'art, tout en ne ressemblant pas aux œuvres antérieures, implique qu'il ne puisse pas y avoir de généralisation, ni de définition concernant les œuvres d'art? Il n'en serait ainsi que si nous limitions les éléments de la définition aux propriétés perceptuelles. Si nous prenons en compte aussi les propriétés non perceptuelles, il se peut au contraire que nous trouvions une homogénéité étonnante à l'intérieur de cette classe d'objets qui, selon la perspective wittgensteinienne, n'est qu'une famille d'éléments hétérogènes. Supposons par exemple qu'un objet soit une œuvre d'art dès lors qu'il entretient une relation spécifique avec quelque chose d'autre, ce qui est la description des jeux proposés par Maurice Mandelbaum. Et supposons qu'il y ait des objets qui soient très liés justement par cette relation spécifique, tout en étant par ailleurs, on ne serait plus dissemblables les uns des autres. Ce seront des œuvres d'art. Selon cette perspective, une définition de l'art est possible, mais ne repose pas sur le genre de propriété que les Wittgensteiniens, sans grand discernement, croyaient être pertinente. Prenons le cas d'un enfant qui apprend par simple énumération qui sont ses oncles. Si on lui demande de les repérer, il est capable de le faire comme on le lui a appris, mais son aptitude à les repérer n'implique pas qu'il maîtrise le concept d'oncle, de même que la capacité de repérer les œuvres d'art par simple énumération n'implique aucune maîtrise du concept d'art. Supposons cependant que l'enfant remarque une ressemblance de famille entre ses oncles et que, se fondant sur ce fait, il réussisse à repérer par induction un oncle perdu de vue depuis longtemps. Je pense qu'il n'est toujours pas en possession du concept d'oncle. Imaginons que ces oncles soient tous des caucasiens d'âge mûr,
mais que sa grand-mère ait décidé récemment d'épouser un Chinois avec lequel elle a un enfant, et que ce bébé, à l'allure orientale, soit présenté à notre enfant comme étant son oncle. Voilà qui devrait ébranler la confiance qu'il porte à l'induction et le préparer à haïr Hume du fond de son cœur. À moins qu'il ne possède une tournure d'esprit philosophique qui l'amènera peut-être à conclure que le terme oncle n'est pas un prédicat descriptif, mais est parfois utilisé comme performatif, comme l'est le terme bon, en sorte que lorsqu'on qualifie quelqu'un d'oncle, on ne le décrit pas, mais on proclame qu'on a une attitude positive à son égard. Il pourrait évidemment se demander pourquoi ce sont justement ces individus-là qui suscitent l'attitude en question. Et nous rappelant l'exemple que donne Koenig de l'homme dans l'entrepôt, nous concéderons certainement qu'il ne servirait à rien de dire que les oncles possèdent quelque chose en commun, à savoir la propriété d'avuncularité ou l'avuncularité signifiante. Une fois que nous aurons maîtrisé le concept d'oncle, nous saurons aussi qu'il n'existe aucun ensemble de propriétés simples grâce auxquelles nous pourrions repérer les oncles, mais tout au plus peut-être un ensemble de propriétés simples grâce auxquelles nous pouvons exclure certains individus de cette liste. Par exemple, parce qu'ils sont de sexe féminin, ou encore que la transsexualité met en danger même ce critère. Car un individu ne peut être un oncle qu'à condition d'entretenir certaines relations complexes avec d'autres individus qui entretiennent eux aussi certaines relations complexes. C'est un fait d'ordre génétique et institutionnel que les oncles plus d'une personne donnée peuvent être liés par un certain air de famille, mais il n'y a là aucune nécessité. Et dans des mondes différents du nôtre, les oncles pourraient fort bien former une liste hétérogène, sous des prédicats à une place tout en formant une série homogène sous des prédicats à plusieurs places. La même chose vaut peut-être pour les œuvres d'art. Curieusement, les philosophes ont toujours eu beaucoup de difficultés à rendre compte de la logique des relations, et l'histoire de leur tentative pour l'éclaircir est un des épisodes les moins édifiants dans le catalogue de leurs échecs. Ainsi, Wittgenstein suppose encore à l'époque du Tractatus que les propositions à prédicat relationnel ne sont pas élémentaires, bien qu'on voit mal comment on pourrait légitimer cette thèse, puisqu'il n'existe aucun moyen de les réduire à des propositions comportant uniquement des prédicats à une place. Si, pour parler abstraitement, il existait des propriétés F et G telles que la proposition relationnelle H de AB puisse être remplacée par A et F et B et G, et si cette règle valait pour tous les prédicats relationnels, on aboutirait à un résultat paradoxal. En effet, on sait que si la logique du premier ordre est indécidable, la logique du premier ordre, prédicat monadique, est en revanche décidable. Notre procédure de substitution permettrait donc de réduire la logique du premier ordre à une partie d'elle-même. Mais il existe une manière plus simple encore de montrer l'impossibilité d'une telle substitution. Imaginons pour cela que l'expression R de AB signifie A est marié avec B. Et supposons qu'on puisse remplacer cette proposition relationnelle par A et F et B et G, F et G étant des prédicats authentiquement monadiques, et non pas des prédicats relationnels masqués. Ainsi, R de AB serait équivalent à F de A et G de B. Supposons en plus que R de CD soit aussi une expression vraie. Dans ce cas, il est facile de prouver que si Bob et Carol sont mariés l'un avec l'autre, et si Ted et Alice le sont également, alors Bob et Alice sont mariés l'un avec l'autre, et Ted et Carol de même. Ce qui est peut-être le cas, mais il ne s'agit certainement pas d'une conséquence triviale de leur position respective initiale. Ainsi, l'inférence n'est pas valide. Donc, si une chose donnée ne pouvait être une œuvre d'art qu'à condition d'entretenir une relation non spécifiée avec quelque chose d'autre, alors le fait qu'un individu soit capable d'identifier des objets comme œuvres d'art ne prouverait certainement pas qu'il maîtrise le concept d'art. En fait, ce serait plutôt une preuve du contraire, car les propriétés sur lesquelles il s'est fondé pour les identifier sont peut-être des propriétés que les œuvres d'art possèdent, mais le fait d'être une œuvre d'art ne saurait consister dans cette possession. Et si la raison pour laquelle on doit toujours envisager la possibilité d'une révolution artistique, cela ne devrait pas nous surprendre beaucoup, puisque nous avons réussi à déterminer lesquels de nos indiscernables avaient une chance d'être des œuvres d'art qu'à condition de tenir compte des relations spécifiques qu'ils entretenaient avec leurs auteurs. En fait, dans nos exemples, quelque chose de l'ordre des conditions de production jouait un rôle dans l'identification artistique, puisque l'attribution du prédicat œuvre d'art les présupposait. Je pense que c'est pour cette raison qu'un concept comme posséder une forme signifiante n'est qu'un outil sans grande efficacité dans l'analyse de l'art,
étant un prédicat monadique. Il semblerait qu'il soit impropre à l'analyse du concept d'œuvre d'art si celui-ci est structuré, selon une logique profondément relationnelle. Par ailleurs, et pour en revenir à l'exemple de Koenig, cela expliquerait aussi pourquoi l'homme envoyé dans l'entrepôt ne serait guère avancé si on lui disait de ramener tous les objets qui sont des expressions. En effet, le fait pour un objet d'être une expression pourrait impliquer qu'il entretienne une relation spécifique avec quelque chose d'autre, et il se pourrait donc qu'il soit impossible de sélectionner de tels objets en se fondant sur la simple inspection directe ou sur l'intuition. Un billet doux peut exprimer un sentiment d'amour, mais s'il est facile d'identifier les billets doux, il ne s'ensuit pas qu'il soit également possible d'identifier toutes les expressions de l'amour. Un plat de tripes aussi peut être une expression d'amour. Je te hais peut être une expression de haine, mais un plat de type tripe peut être une également. De même qu'il peut être qu'un simple plat de tripes n'exprimant rien du tout. C'est la même raison qui ferait que, pour en revenir à un autre exemple classique à l'esthétique, notre commissionnaire aurait des problèmes pour identifier les imitations ou les représentations, s'il est vrai qu'il s'agit là encore de concepts relationnels. On vient de voir que s'il est impossible de donner une définition des prédicats relationnels, en termes de prédicats à une place, il peut néanmoins exister des propriétés telles que si A n'est pas F, alors A ne peut pas entretenir la relation R avec B. Ainsi, pour être un père, il faut être du sexe masculin et pour être une fille de sexe féminin. Il est certain qu'aux époques de stabilité artistique, on était d'avis que les œuvres d'art possédaient des propriétés dont l'absence aurait suffi à mettre sérieusement en question leur statut artistique. Mais ces époques sont révolues depuis longtemps, et de même que n'importe quel objet peut être l'expression de n'importe quoi, pourvu que nous soyons au courant des conventions pertinentes, et que nous ayons connaissance de ce qui permet d'expliquer son statut d'expression. De même, n'importe quel objet peut être une œuvre d'art. Il n'existe pas de conditions nécessaires pouvant être formulées sous forme de prédicat monadique. Bien entendu, le fait que tout puisse être une œuvre d'art n'implique pas que tout en soit une. Je ne cherche pas à me faire le prophète de la créativité universelle. La machine à écrire dont je me sers aura pu être une œuvre d'art, mais il se trouve qu'elle n'en est pas une. L'intérêt extrême du concept d'art peut être illustré par le fait que si je dis que ma machine à écrire pourrait être une œuvre d'art, ce n'est pas du tout la même chose que de prétendre qu'elle pourrait être un sandwich jambon, bien que certains sandwichs puissent être, voire et peut-être déjà, une œuvre d'art. Mais la différence en question ne saurait être expliquée uniquement par la nature relationnelle du concept d'œuvre d'art. La raison doit en être plus profonde. En attendant, même si le prédicat œuvre d'art s'attache à un objet, s'il entretient une relation avec un autre objet, et même si ce fait constitue une explication satisfaisante des phénomènes superficiels qui ont amené certains philosophes à proposer une théorie de l'art fondée sur la thèse de ressemblance de famille, cela ne nous avance guère en ce qui concerne notre question inaugurale, à savoir comment il se fait que l'art soit le genre de chose dont il puisse y avoir une philosophie. Les prédicats relationnels n'ont rien de spécialement philosophique. Le prédicat est un oncle est un prédicat relationnel masqué, et pourtant la question des oncles n'est pas le genre de sujet auquel on pense spontanément comme ayant une grande portée philosophique. En tant qu'exemple d'un concept relationnel, la notion d'oncle peut revêtir une certaine importance comme illustration philosophique, mais cela n'en fait pas un concept philosophique. Notre discussion a simplement montré qu'un argument à la mode dirigé contre l'idée d'une définition de l'art repose sur une myopie d'ordre logique. Je n'affirme pas que la définition de l'art doit inclure un concept relationnel dans son definiens, mais seulement que, s'il en est ainsi, cela suffirait à expliquer les difficultés auxquelles la position antidéfinitionnelle a pu sembler être la seule réponse possible. En fait, j'essaierai de montrer que les propriétés que doit prendre en compte une définition de l'art ne sont pas spécialement relationnelles, ou du moins que le genre de relation pertinente est particulier à la classe des objets dont l'art fait partie, qui peuvent donner lieu à une théorie philosophique. Revenons donc au début quelque peu éclairé par cette digression sur la forme logique, et reprenons le filon socratique. Dans le Protagoras, Socrate pose cette question rhétorique. Si cependant on nous a demandé, les peintres, les choses savantes relatives à quoi ont-ils la connaissance? Nous répondrions, je pense, que ce sont celles qui se rapportent à l'exécution de ressemblances. Or, la ressemblance est une relation et cela vaudra la peine de se demander ce qui rend cette relation philosophiquement intéressante, dès lors qu'elle caractérise une classe d'œuvres d'art, même si, comme nous le savons, certaines ressemblances ne sont pas des œuvres d'art. Et si donc, a fortiori, toutes les ressemblances ne font pas des œuvres d'art.
Il est presque certain que Socrate identifie les ressemblances aux imitations. Cependant, même si le concept de ressemblance se situe au cœur de celui d'imitation, ce dernier implique encore d'autres caractéristiques. De nos jours, l'idée que le concept d'imitation ne saurait être expliqué simplement en termes de ressemblance ou de similitude est un lieu commun. S'il existe un O dont I est une imitation, alors I doit peut-être ressembler à O, du moins qu'il s'agit d'une bonne imitation. Un des critères permettant de dire qu'il s'agit d'une mauvaise imitation est donc le manque de ressemblance. Encore faut-il sans doute prendre une décision lorsque la ressemblance devient tellement marginale que le statut imitatif de la représentation est problématique. Lorsque j'agite mes bras de manière désordonnée, s'agit-il d'une mauvaise imitation d'un serpent ou des mouvements sont-ils tout à fait inappropriés comme imitation de serpent, ou quoi encore? En tout cas, la ressemblance est une relation symétrique et généralement transitive, bien que dans le cas des ressemblances de famille, A puisse ne pas ressembler à C, tout en ressemblant à B, et bien que B ressemble à C. L'imitation, en revanche, est sans doute asymétrique et certainement intransitive. Une femme qui incarne le rôle d'un homme se faisant passer pour une femme n'incarne pas une femme. Le rôle d'Octaviane, le jeune amant de la maréchale dans Le Chevalier à la Rose, est généralement chanté par un contralto. L'action exige qu'Octavian se déguise en femme de chambre pour barrer le chemin au dessein du baron Hoc. Dans ces scènes, le contralto n'imite pourtant pas une femme, elle imite plutôt un homme imitant une femme. Pour cette raison, la description de sa persuasion, de sa prestation, est 2 fois plus complexe que la description de celle d'Octaviane.